Salut les Blooders, c'est Marcelf. Je vous fais une petite vidéo, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais là je voulais vous parler du Commoner. Le Commoner, c'est vraiment le format qui m'intéresse le plus en ce moment. Dans ma boutique, on a alterné, maintenant on alterne entre CC et Commoner, nos, nos armories, nos événements. Donc tous les mois on fait une armorie en CC et puis on fait un autre événement en Commoner qui est plus pour les débutants ou les joueurs casus. Le CC, c'est sympa le CC pour les joueurs réguliers, les joueurs compétitifs, les joueurs qui ont envie de bien s'investir dans l'aspect compétitif du jeu. Mais le Commoner, ça vient apporter quelque chose de plus, je trouve, au jeu, hein, de pouvoir jouer plus pour le fun sans trop se prendre la tête, hein, avec des parties plus rapides, puis peut-être un peu plus fun qu'en CC. Et à titre perso, moi, je kiffe bien le format. Je trouve que le format il se développe bien. Il est aussi poussé par LSS, hein, je vais vous parler de tout ça. Donc je voulais faire un point sur l'état du format Commoner, pour montrer que c'est un format qui se porte très bien et puis je pense qu'il est sans doute l'avenir du jeu. Et alors je vous parle vite fait du format, je fais un point sur le format, et puis après je fais une deck tech de mon deck Commoner actuel. Donc voilà. Donc le principe du Commoner, hein, c'est de pouvoir faire des parties plus rapides qu'en CC. Le principe, c'est que c'est super accessible puisque les decks sont quasi gratuits, hein. Vous avez que des communes dans votre deck. Vous avez des rares dans vos équipements, mais c'est des cartes gratuites si vous jouez avec la version avec la version normale, hein, pas de version pimpée. C'est des decks quasi gratuits, donc c'est très facile de construire des decks. Si dans votre communauté, vous avez du rab, de bulk, d'ouverture, c'est très facile de pouvoir rendre disponibles des decks gratuitement pour les joueurs de votre communauté, pour les gens qui veulent découvrir le jeu, qui veulent tester le gameplay de tel ou tel héros. C'est une porte d'entrée géniale pour le jeu parce que c'est super accessible. Alors le fait que ce soit fun ou pas, ça c'est à l'appréciation de chacun, ça c'est un peu subjectif. Mais moi je trouve que avec le Commoner, on accède à un gameplay qui se rapproche des fondamentaux du jeu, qui se rapproche des origines du jeu, parce que c'est vraiment les fondamentaux du jeu qu'on retrouve pour chaque héros, sans les trucs dégénérés qu'on a quand on a accès aux légendaires, aux majestiques. Il n'y a pas le côté complètement dégénéré qu'il peut y avoir dans les autres formats construits. Mais justement, moi je trouve ça sympa parce qu'on a un power level qui est plus bas, et du coup on retrouve vraiment les fondamentaux du jeu. Donc pour être bon en Commoner, je pense qu'il faut avoir les bases, bien maîtriser les bases du jeu. Et donc ça c'est intéressant pour les gens qui veulent débuter ou qui veulent s'améliorer dans le jeu, de jouer en Commoner, de train le Commoner. Ça me paraît intéressant pour bien maîtriser les bases du jeu. Et aussi, alors le gros avantage que je trouve au Commoner, c'est le fait que ce soit un format éternel. Il n'y a pas de rotation. Donc ça c'est vraiment génial, parce que ça veut dire qu'on fait un deck en Commoner, et on pourra toujours le jouer. Personne viendra vous dire que votre deck est banni. Alors il peut y avoir des cartes bannies en Commoner, il y en a quelques-unes, hein, il y a une banlist, mais il n'y a pas énorme de trucs dessus pour le moment. Et puis voilà, le héros que vous aimiez bien jouer, par exemple en Blitz au début du jeu, maintenant vous pourrez toujours le jouer en Commoner. Il n'y aura pas de héros banni. Alors ça pose aussi des soucis quand on aborde le jeu de manière compétitive, hein. On va parler de ça dans un instant. Mais je trouve que l'aspect éternel, c'est quand même assez génial, parce que
on va pas vous dire que votre deck n'est plus jouable dans un certain temps. Et quand vous faites un deck, il est fait pour durer. Et a priori, il bougera pas trop. Donc le souci du commoner, c'est le fait qu'il y ait des decks méta qui soient beaucoup plus forts que les autres. Donc ça, c'est un truc à savoir, c'est-à-dire que si vous abordez le commoner d'un point de vue compétitif et que vous voulez arriver avec le meilleur deck, et voilà, il y a certains héros qui sont un petit peu devant les autres. Donc de mon point de vue, de ce qu'on connaît un peu de la méta, qu'on a vu notamment au Calling de Lyon, puisqu'il y avait un event il y avait le Commoner Goldfoil au Calling de Lyon, et donc je crois que dans le top 8 il y avait 4 Chain. Donc Chain, c'est peut-être le deck qui domine le plus le format actuellement. Il a reçu du support avec Rosetta, et puis il a accès aux anciennes cartes qui vont très très bien dans son gameplay, les Seeds of Agony par exemple, qui peut jouer de la banish, qui avait été banni en Classic Constructed à l'époque. Il y a accès en commoner, donc c'est plutôt très très solide, très costaud Chain en commoner. Alors je dirais qu'il y a aussi Icelander qui marche bien, qui est un bon deck. Il y a aussi Dash qui est super agressive, qui est super forte, quand on voit des tours de folie. Donc Chain, Icelander, Dash, Ira. Ira, c'est une valeur sûre, avec son +1 dans les decks un peu qui est capable d'agresser, puis qui est capable aussi de très bien se défendre. Ira, c'est une valeur sûre du format. Et donc ces 4 decks, je pense, sont au-dessus des autres. Donc si vous êtes un joueur confirmé et que vous allez dans un événement en commoner, alors si vous ramenez un de ces decks, vous avez le droit, puis c'est bien légitime de prendre des decks costauds, mais voilà, faut savoir que les joueurs débutants, je sais pas s'ils passeront un très bon moment de jouer contre un Chain Opti ou même une Ira Opti, vu que c'est des decks un petit peu au-dessus des autres. Par contre, pour les joueurs débutants, ça peut être très bien pour découvrir le jeu, de jouer un de ces decks, parce que justement ça va vous donner vous allez mettre dans vos mains un deck plutôt costaud, et de bien maîtriser ce deck, ça vous apprendra bien les bases du jeu. Alors je vous ai cité Chain, Ira, Dash, Icelander. On pourrait citer aussi Enigma, qui a une version qui joue avec Refractor, qui est très qui est un deck fatigue en fait. Vous mettez votre board en place avec un ward avec des compteurs +1 là, et puis du coup vous faites que défendre, et puis chaque tour vous tapez à 8 avec une jaune. C'est le deck fatigue du format Enigma, donc c'est costaud aussi, je pense. C'est peut-être le 5e deck du format. Et puis il y a aussi les gardiens qui peuvent être pas mal, notamment Terra qui a l'air plutôt sympa. Terra pour pouvoir qui peut booster les sumps là, pour leur donner dominate et puis leur donner leur effet de hit. Terra, il a l'air assez costaud aussi comme gardien. Mais bon, même Enigma et Terra, je ne sais pas si on peut les qualifier de deck méta ou de deck fun. Ça c'est à vous de voir. Mais voilà, il y a 5-6 decks qu'on peut qualifier de deck méta, et qui sont peut-être pas les decks les plus fun à ramener si vous jouez en commoner contre des débutants. Donc ensuite, il y a un point important aussi, c'est que LSS est en train de pas mal pousser le format. Je pense que LSS a compris l'intérêt d'avoir un format plutôt qui est accessible pour les débutants, pour les joueurs casus, parce que on pense surtout au CC quand on parle du jeu, mais là avec le commoner on a quand même LSS a une belle carte à jouer pour avoir un format qu'on peut aborder de manière casu,
et qui peut être qui est peut-être actuellement la meilleure porte d'entrée dans le jeu pour les débutants. Donc LSS, on voit que LSS pousse le format, on le voit en fait à deux principales choses. La première chose, c'est que ils prennent des rares et puis ils mettent des rares en commune. Hein, donc ils donnent shift des rares en commune. Donc on l'a vu dans Rosetta. Par exemple, dans Rosetta, vous aviez une carte comme Fiendal Fighting Spirit qui était rare quand elle est sortie dans Uprising. Et là, elle est sortie en commune dans Rosetta. Donc c'est une super carte, hein, qui peut rentrer dans des decks en commoner. Ça c'est venu booster par exemple Icelander. Pour Icelander, c'est génial. Et même vous avez d'autres cartes aussi, hein. Dans Rosetta, on peut citer Ether Quickening, qui est une carte Wizard qui était rare dans Dynasty, et là qui est commune, donc qui est accessible dans le format. Et puis pour les Runeblade, on a Oath of the Arknight, qui était une rare de Arcane Rising, qui est passée en commune là dans Rosetta. Et donc on voit que LSS développe le format en faisant passer des rares en commune. Ça ouvre de nouvelles possibilités, ça booste certains decks, ça rend certains decks plus intéressants à jouer. Donc j'espère qu'ils vont continuer à aller dans ce sens-là, parce qu'on voit bien qu'il y a des rares qui sont quand même très très utiles au gameplay de certaines classes, et si le jour où elles sont downshift en commune, et ben c'est génial pour cette classe, parce que ça ouvre de nouvelles possibilités et ça rend le format beaucoup plus riche. Donc ça, c'est un point important qui me fait dire que LSS pousse le format. Et puis le deuxième point, c'est que on va avoir le plus gros tournoi de commoner à l'heure actuelle, qui va avoir lieu aux États-Unis le 24 novembre. Donc il y aura le 24 novembre, il y aura le Calling Portland. À Portland, il y a une communauté qui a l'air très active sur le commoner, notamment avec le créateur, une chaîne YouTube qui s'appelle Dice Commando, qui fait beaucoup de contenu sur le commoner. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis il va y avoir un Battle Hardened en commoner à Portland le 24 novembre. Ça va être le plus gros tournoi jamais vu en commoner, et peut-être que là on aura une vraie méta qui va se dessiner. Alors je mets ma main à couper que ça va être Chain qui va dominer largement la méta. Mais au moins on aura, c'est la première fois qu'on aura un vrai gros tournoi, parce que les commoners gold foil dans les callings jusqu'à maintenant, c'est quand même des petits tournois, et donc on n'a pas beaucoup de données pour avoir une vraie méta qui se dessine du format. Et peut-être que cette méta poussera LSS à faire des changements dans la banlist. Peut-être que Chain mérite qu'on lui banne quelque chose, vu comme il est fort actuellement. Mais en tout cas, le format se porte bien, et je suis impatient de voir les résultats de ce BH en commoner à Portland. Et alors pour passer à la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous présenter le deck que je joue en ce moment en commoner. Donc je vous disais tout à l'heure que dans ma boutique, on alternait CC et commoner. Donc pour le moment, des events en commoner, on en a fait 2. Donc la première fois, je me suis pointé avec Ira, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas très fair pour les débutants, parce que Ira, elle a tendance à rouler sur pas mal de decks. Alors justement, à part des decks comme Chain ou Icelander, où là elle a pas forcément un bon match-up, hein, contre Chain ou Icelander, mais puis même peut-être contre Dash, elle peut galérer, mais contre les autres decks, elle va un petit peu rouler dessus. Du coup, comme j'avais joué Ira la première fois, j'ai pas rejoué Ira la deuxième fois. Je me suis fait un deck Azalée. Donc Azalée, c'est plus pour le fun, hein, parce que j'aime le perso. Ne vous pointez pas à vos events en commoner avec Azalée si vous voulez performer, parce que là c'est plus si vous aimez le perso. Mais moi j'aime le perso, j'aime son gameplay, et je trouvais ça sympa de le jouer en commoner, parce que je retrouve justement le gameplay que j'aimais bien dans Azalée au tout début du jeu.
Donc c'est plus pour le fun, mais c'est pour vous montrer que le Commoner, c'est un format en fait où il faut venir avec les héros qu'on aime bien, parce qu'on on va retrouver le gameplay qu'on aime bien, puis on va pouvoir en profiter dans ce format-là, quoi. Donc si vous êtes fan d'Azalée, comme moi, eh ben, je vous la recommande en Commoner. Alors elle va se faire massacrer contre pas mal de decks. Je pense qu'elle se fait massacrer contre Iyslander, c'est même pas la peine contre Iyslander, parce que Iyslander va complètement disrupter son jeu en la taxant avec les Frostbite. Contre Ira, ça va être très très dur. Si la Ira est un peu contrôle, ça va être très compliqué de bien se comporter contre Ira. Contre Chain, faut voir, parce qu'Azalée, elle est capable d'être très aggro. Donc peut-être qu'en début de partie, elle peut embêter Chain si Chain défend pas très bien. Ou si Azalea sort bien. Je sais pas, faudrait tester le match-up. Mais voilà, il y a certains match-up où elle va être très très en difficulté. Mais sinon, Azalée, c'est un deck aggro qui va essayer de tuer le plus vite possible l'adversaire. Hein. Alors le Dominate d'Azalée, vous l'utilisez surtout tour 0 quand vous commencez. C'est très intéressant d'essayer de trouver un Dominate pour empêcher votre adversaire de bien défendre au tour 0. Et puis c'est surtout intéressant aussi pour finir la partie. Quand vous avez mis votre adversaire assez bas, et ben vous pouvez espérer le tuer avec un Dominate. Mais en milieu de partie, le Dominate n'est pas forcément ultime. Si vous êtes dans un miroir d'aggro, hein, vous n'allez pas forcément chercher à tout prix à coller Dominate à votre flèche, puisque contre un miroir d'aggro, il faut juste faire la course, et le Dominate, vous n'êtes pas forcément à faire la course avec votre adversaire, quoi. Donc surtout, le Dominate, c'est surtout, on le cherche surtout tour 0, le tour où on a l'étal, pour empêcher l'adversaire de défendre. Et puis alors, sur certaines flèches, vous allez essayer de mettre Dominate pour avoir l'effet de hit, mais en Commoner, c'est pas comme en CC, on n'a pas des flèches si impactantes que ça. Donc c'est moins important de chercher le Dominate à tout prix, quoi. En Arms, je mets le Bracers of Belief. Je trouve pas qu'il y ait de meilleure alternative en Commoner. L'idée, ça va être d'avoir un plus 2 grâce à un équipement en Commoner, c'est pas mal du tout. Et donc l'idée, ce sera d'avoir un plus 2 ou d'avoir un pseudo opt. Donc ça c'est intéressant aussi, hein, le tour où vous cherchez absolument à mettre Dominate à une flèche, ça vous donne un pseudo opt avec le Bracers. Donc ça apporte de la synergie avec Azalée. Dans les autres formats construits, on voit beaucoup le Bullseye Bracers en Arms, qui est super intéressant parce qu'il a une synergie avec Bolt and Shot. Là, on n'a pas accès à Bolt and Shot. Et puis là, on a surtout des flèches qui coûtent 1. Donc le Bullseye, il serait intéressant si on avait pour jouer à une seule carte, hein, vous avez une flèche qui coûte... en fait, en CC, vous pouvez jouer avec une seule carte, vous faites Bullseye, vous mettez votre flèche et vous la lancez avec la tunique. Là, en Commoner, on ne peut pas faire ça, on n'a pas la tunique, et on a beaucoup de flèches qui coûtent 1, donc le Bullseye ne permet pas vraiment de jouer avec une carte. On aurait des flèches qui coûtent 0, le Bullseye il serait peut-être plus intéressant, parce qu'on pourrait juste jouer avec une carte, puis lancer notre flèche à plus 1. Mais on n'est pas dans ce cas-là, donc pour le moment le Bullseye, je l'ai mis de côté, je ne l'ai pas retenu dans cette liste. Et je trouve que quel que soit le match-up, c'est le Bracers qui est le mieux. Et puis, autre point important, je n'ai pas d'Arcane Barrier dans cette liste. Le Bullseye serait intéressant si on veut de l'Arcane Barrier. Là l'idée, c'est de tuer les sorciers et les Runeblade en faisant la course. Et donc on va jamais vouloir pitcher pour Arcane Barrier, hein, d'autant que c'est assez tendu quand même sur la gestion des ressources Azalée.
Donc du coup, comme on n'a pas besoin d'AB, ben, il n'y a pas besoin de mettre le bullseye. Le carquois, bah ça vous connaissez, il n'y a pas de souci. Quand on fait l'effet d'Azalea, ben si on a une ressource en rab, on peut payer 1 pour lui mettre le aim counter. C'est la seule façon de l'utiliser dans ce deck. Le aim counter, il est très intéressant sur certaines flèches parce qu'il va, comme par exemple Infecting Shot, il va lui mettre +1. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres flèches qui ont des effets de... Alors il y a le Hemorrhage Bore qui gagne son effet de hit de détruire l'arsenal s'il a le aim counter. Donc ça c'est intéressant d'essayer de lui mettre. Mais sinon ça vous apporte que ça, hein, le aim counter, ça vous apporte pas. Il y a celle-là qui a +1 aussi avec le aim counter. Mais du coup le aim counter c'est juste un +1 sur certaines flèches, et puis le effet de hit du Hemorrhage Bore. Donc c'est pas si impactant que ça, mais si vous avez la ressource en rab, si vous avez pitché bleu par exemple, et ben ça peut vous permettre de faire par exemple vous pouvez faire Death Dealer, vous mettez votre flèche, vous faites la capacité d'Azalea, ça vous permet d'activer le carquois et ensuite vous envoyez votre flèche. Donc là, le fait de pitcher bleu va bien avec le carquois pour pouvoir avoir le +1 dans certains cas. Bon bah Death Dealer, je reviens pas dessus, hein, c'est la carte la plus forte du deck, hein, largement. C'est un archétype Death Dealer où on va essayer de... En fait c'est du card advantage. Le fait de piocher une carte, l'idée ça va être... Le deck il est fait pour essayer de profiter du card advantage de Death Dealer. La carte qu'on pioche, ben, soit c'est un boost et on peut la jouer tout de suite, soit c'est une autre carte et ça nous fait un arsenal. Voilà, le deck est construit autour de ça, hein, de pouvoir profiter du card advantage de Death Dealer. Du coup c'est un peu comme si vous jouiez à 5 cartes, si vous arrivez à activer Death Dealer à chacun de vos tours et à profiter de la carte que vous piochez, et ben ça revient un petit peu à jouer à 5 cartes, et tout le monde a envie de jouer à 5 cartes, quoi, à Flesh and Blood. Donc c'est pour ça que Death Dealer c'est une carte de folie pour Azalea, quel que soit le format. Alors en chest, je joue Deep Blue. Pourquoi je joue Deep Blue et pas Blossom of Spring? En fait, comme j'ai beaucoup de rouge, j'ai 28 rouges, il y a quand même une forte probabilité. Il y a 22% de chance de se taper des mains à 4 rouges. Et donc l'idée de Deep Blue, c'est quand on se tape une main à 4 rouges, donc ça va pas être tout le temps, hein, ça va être que dans 22% des cas. Là, on peut quand même faire un bon tour. On peut quand même faire son tour, même avec une main à 4 rouges, en craquant le Deep Blue. Je préfère le Deep Blue dans les decks qui ont beaucoup de rouge que le Blossom of Spring, parce que certes, le Blossom of Spring, il vous fait un gain net d'une ressource, mais comme on a vu parfois dans ce deck, on a besoin des 3 ressources. On a besoin de pitcher bleu, par exemple avec le carquois, et en fait l'autre cas c'est Overflex. Ce qui fait que je mets Deep Blue au-dessus de Blossom of Spring dans ce deck, c'est à cause d'Overflex, en fait, parce que comme Overflex coûte 1, et ben on va souvent avoir besoin d'une bleue pour faire Death Dealer, Overflex et envoyer notre flèche qui coûte 1. Du coup, Deep Blue, il permet de transformer une rouge en bleu, et ça va très très bien dans ce deck. Transformer une rouge en bleu, ça vous fait un gain de 2 ressources, alors que Blossom of Spring ne va vous apporter qu'une seule ressource dans tous les cas. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup jouer Deep Blue dans cette version. Le Hunting Hood, c'est pareil. Le Hunting Hood, je le mets dans tous les match-ups. C'est une carte que je trouve super intéressante, super versatile. Alors vous avez plusieurs cas où ça va être intéressant de l'utiliser. Par exemple, quand vous commencez pas, quand c'est votre adversaire qui commence,
souvent votre adversaire va choisir de commencer, parce qu'il ne veut pas vous laisser la possibilité de mettre une flèche dominée tour 0. Donc quand votre adversaire commence, vous craquez le Hunting Hood pendant son tour 0, et en fait ça vous permet de jouer à 5 cartes, parce que vous allez mettre par exemple un boost de flèche dans l'arsenal, et du coup à votre tour 1, vous aurez vos 4 cartes et l'arsenal. Donc ça va vous permettre de prendre tout de suite la tempo, en faisant un tour 1 à 4 cartes plus l'arsenal, ça vous donne un gain, ça vous donne une carte en plus, quoi, carrément. Donc c'est déjà super value de pouvoir faire ça avec Hunting Hood quand vous commencez pas. Mais même quand vous commencez, Hunting Hood ça a des applications assez géniales. En fait, Hunting Hood ça vous permet d'arsenal n'importe quoi. Même une carte pourrie que vous voulez pas voir dans votre arsenal, ça va pas être très grave de la mettre dans l'arsenal avec Hunting Hood, parce qu'à votre prochain tour, vous pourrez la remonter dans votre main et mettre une autre carte dans l'arsenal que vous avez envie de voir dans l'arsenal. Souvent c'est des boosts qu'on a envie de voir dans l'arsenal. Et du coup ça vous sauve un tour où vous avez arsenal par exemple une flèche. Des fois c'est pas toujours génial d'arsenal une flèche, parce qu'on a plutôt envie d'activer Death Dealer pendant notre tour. Donc si on a mis une flèche dans l'arsenal et qu'on a déjà craqué les snaps, et on peut pas lui mettre Go Again, donc c'est un tour où on peut pas activer Death Dealer, donc c'est un tour où on perd de la value. Et Hunting Hood vous permet de remettre votre flèche dans votre main et puis d'arsenal une autre carte. Donc ça c'est assez génial, ça vous fait un joker. C'est un peu au même niveau de power level que Snapdragon, parce que Snapdragon vous permet de donner Go Again à une flèche que vous avez mis dans l'arsenal par exemple, et donc de faire un bon tour en activant Death Dealer après. Hunting Hood c'est un peu pareil, c'est un peu au même niveau, puisque vous pouvez faire votre tour même en ayant mis un truc pourri dans votre arsenal. Et il y a aussi une application que je trouve intéressante en plutôt défensive, c'est que si vous avez mis vous avez mis n'importe quoi dans votre arsenal, pendant le tour adverse, votre adversaire vous fait une attaque dominate ou un truc qui peut vous emmerder, et vous pouvez craquer le Hunting Hood et puis mettre une réaction de défense dans l'arsenal pour contrer le dominate de l'adversaire par exemple. Vous avez Terra qui vous envoie un sump boosté là avec dominate et son effet de hit, et vous craquez le Hunting Hood, ce que vous aviez dans l'arsenal, ça revient dans votre main, vous mettez une réaction de défense que vous avez pioché dans l'arsenal, et là du coup vous pouvez vous défendre avec une carte de la main plus la réaction de défense de l'arsenal, et vous avez contourné le dominate. Si vous défendez à 3 de la main plus 4 de l'arsenal, vous êtes quand même pas trop mal. Alors il n'y a pas de le défaut du deck, comme dans tous les decks rangers, c'est que les équipements défendent très mal, et j'ai pas mis de défense sur les équipements. J'avais considéré mettre je les ai mis dans mon maybe side, de mettre des équipements qui défendent. Dans les équipements, si vraiment vous avez envie de défendre, vous avez le Hornet Sting en arms et le Wayfinder's Crest en head, qui sont pas mal, qui défendent, puis qui ont des petits effets en bonus en plus. Donc ça peut être envisageable si vraiment vous avez envie de vous défendre. Mais je trouve les Bracers of Belief et puis le Hunting Hood tellement supérieurs par leur effet que je les mets même pas en side en fait, ceux-là. J'ai pas trop envie de me défendre avec mes équipements. Quand on a des équipements aussi qui offrent des synergies aussi fortes avec notre gameplay, on n'a pas forcément envie de mettre des équipements qui défendent. Après ça va forcément poser problème, mais on a quand même des réactions de défense, et on a les deux Fate Forcing et puis les deux Sing Below dans le deck, donc on n'est pas complètement à poil si on doit défendre un effet de hit, un breakpoint. Si on doit défendre un breakpoint, on a quand même normalement ce qu'il faut dans le deck, quoi. Et puis les Snapdragon évidemment, pour donner Go Again à une flèche,
et pour pouvoir faire un plus gros tour. Donc voilà pour les équipements. Le deck en lui-même, donc je vous ai parlé des réactions de défense, les 2 Fate Forcing, les 2 Sing Below, c'est super fort en commoner, puisqu'en commoner il n'y a pas trop de hate anti-réaction de défense comme en CC avec les Command & Conquer. Donc c'est des cartes super fortes. En plus, Fate Forcing avec le Opt 1, ça vous fait une super synergie avec Azalée, parce que ça vous permet de voir soit une flèche à laquelle vous allez mettre Dominate pour finir la partie, soit ce que vous voulez piocher avec Death Dealer. Donc le Opt 1 est super fort pour le gameplay d'Azalée. Et puis Sing Below, ça vous permet de fixer votre main. Si vous avez c'est pareil, c'est pareil que Deep Blue, si vous avez que des rouges, vous essayez de piocher autre chose avec Sing Below pour fixer votre main et puis sauver votre tour. Donc je pense que les 4 réactions de défense sont géniales. Le défaut de réaction de défense dans Azalée, c'est que évidemment si vous faites l'effet d'Azalée en aveugle et que vous mettez une réaction de défense dans votre arsenal, votre tour il est mort, vous faites rien de votre tour. Mais justement dans ce cas-là, Owning Hood peut aussi nous sauver. Si vous foirez votre blind Azalée, Owning Hood peut remonter la réaction de défense et puis mettre une autre carte de votre main dans l'arsenal, donc ça vous sauve. Owning Hood, ça vous fait aussi une assurance contre les blinds Azalée qui foirent. Donc vraiment une super carte qui peut vous sauver de plein de situations différentes et qui justifie du coup la présence des 4 réactions de défense pour bien se défendre et avoir les effets en plus d'opt et puis de fixer sa main. Ensuite les flèches, c'est du classique. Hamstring Shot, c'est une super flèche qui rentre dans tous les match-ups pour taxer votre adversaire, pour taxer la prochaine attaque de votre adversaire. C'est super polyvalent, c'est super très, très bonne flèche. C'est un des meilleurs effets de hit qu'on puisse avoir en commoner sur une flèche. Hemorrhage Bore, elle est pas terrible, mais bon, elle vous donne quand même un effet de hit. Alors si votre adversaire a mis dans l'arsenal une réaction de défense, ça sert à rien puisqu'il va pouvoir se défendre avec et donc ça fera rien. Mais s'il a mis autre chose, s'il a mis une attaque, s'il a mis une réaction d'attaque, ça peut vous faire quand même du card advantage en détruisant l'arsenal de votre adversaire. Donc celle-là on la met faute de mieux. Peut-être que dans les prochains sets on va avoir de nouvelles flèches et de nouveaux boosts en commune, en ranger, mais pour le moment celle-là elle fait le taf sans faire vraiment rêver, quoi. Infecting Shot par contre ça c'est super fort. Le plus 1 avec le aim counter et le Blood Rot Pox, super fort pour faire envoyer plein de dégâts, ou prendre une bleue de votre adversaire pendant son tour. Donc dans les flèches de Outsiders, je joue le Infecting Shot et je joue le Sedation Shot qui est la même chose avec Inertia. Donc Inertia sympa pour empêcher votre adversaire d'arsenal à son prochain tour. Donc contre les decks qui défendent bien, ça c'est vraiment une bonne flèche. Je joue pas celle qui donne Frailty parce que je la trouve trop situationnelle. En commoner, Frailty ce serait bien. Peut-être que contre Ira ce serait pas mal, mais contre les autres decks c'est quand même moins impactant, donc je joue pas l'autre flèche. En main deck j'ai mis les Sleep Dart parce que je trouve que c'est une bonne flèche. Ça rentre en général pas mal dans pas mal de match-up. De pouvoir virer le pouvoir du héros adverse, c'est quand même souvent pas mal, donc je la mets en main deck, mais des fois elle saute en fonction du. Si vous jouez contre Dash, évidemment ça vous allez le faire sauter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme flèche ? Évidemment il y a les 6 Spire Sniping, pardon, qui sont une super flèche. Ça vous fait. Alors l'idée c'est pas d'envoyer cette flèche là, l'idée c'est de pouvoir faire regarder vos 2 premières cartes
les remettre dans l'ordre que vous voulez, et de faire le pouvoir d'Azalée pour mettre Dominate à une flèche. Mais au début je jouais que la bleue et la jaune pour avoir le pitch et puis donc l'effet. Et puis maintenant je joue même la rouge parce que je trouve que l'effet est tellement fort qu'on a envie de jouer même la rouge. Et puis si on trouve pas la flèche, si on trouve pas une flèche dans les deux premières cartes, et ben la rouge est toujours bonne à envoyer, hein, parce que ça fait quand même des dégâts, ça fait quand même 5 pour 1. Donc on a quand même le bon ratio de dégâts avec la rouge, même si on ne trouve pas la flèche qu'on veut envoyer. Les autres flèches, ça va être des flèches qui pitchent bleu. Je mets les headshots bleus parce qu'ils sont quand même, ils ont une bonne value pour une bleue, hein. Dans le pire des cas, bah, vous tapez à 4 pour 1 pour une bleue, c'est quand même pas mal. Et puis le Rich Rider Shot, qui est un peu un Spire Spinning en moins bien, puisque une fois que vous avez résolu l'effet de Death Dealer, quand vous l'avez mis dans votre arsenal avec Death Dealer, bah ça vous donne un Opt 1, donc ça peut vous permettre d'aller chercher une flèche à laquelle vous allez mettre Dominate. C'est une carte... Maintenant on la voit moins dans les decks Azalée en construit, parce qu'il y a de meilleures alternatives, et puis Azalée en CC, elle veut pas forcément pitcher bleu, elle va plutôt chercher du pitch jaune. Mais là en commoner, vu qu'on veut pitcher parfois bleu à cause d'Overflex, et ben c'est une bonne bleue à mettre dans le deck. Et puis alors les autres flèches, bah, c'est les flèches du side. Donc en side, je mets les Fatigue Shot contre les decks qui jouent des cartes d'attaque, des cartes d'attaque avec beaucoup d'attaque, hein, comme les gardiens. Contre Dash, c'est pas mal, hein, ça peut un petit peu embêter Dash. Fatigue Shot, c'est une super flèche, hein, parce que contre les decks qui jouent des grosses cartes d'attaque, bah, c'est une flèche qui vous donne de la défense. Donc c'est très très value de jouer ça contre les gardiens et Dash principalement. Contre Chain, ça va pas faire grand chose parce qu'il a des toutes petites cartes d'attaque avec une valeur de base petite, donc ça fera pas grand chose contre Chain, mais sinon c'est souvent une bonne carte. Celle-là je la trouve pas géniale, le Murkmire Grapnel. L'intérêt c'est d'empêcher votre adversaire de prévenir les dégâts, donc ça peut être bien contre Enigma pour l'empêcher de garder son ward en jeu. Je pense que c'est bien que contre Enigma, donc c'est peut-être pas la meilleure flèche à mettre dans le... Mais comme je vous disais, comme on veut pas d'Arcane Barrier, dans l'inventaire on a que des flèches pour s'adapter en fonction des match-ups. Je mets aussi Widowmaker dans le side. Widowmaker, alors au départ c'est une 4 pour 1, donc elle est en dessous du ratio, mais par contre elle est très forte contre les decks contrôle, parce que vous pouvez pas jouer de défense réaction. Et alors le deuxième effet, elle gagne plus 3 si elle est défendue par moins de 2 cartes. En fait souvent c'est très facile pour votre adversaire de contourner cet effet, parce qu'il suffit qu'il bloque avec un équipement, une carte de sa main et un équipement, et il n'y a pas le plus 3. Par contre, s'il a craqué tous ses équipements, ça peut être un super outil pour le tuer s'il a craqué tous ses équipements, parce que là ça va être une 7, ça va être super fort. Donc si vous contre des decks contrôle, cette carte elle peut être intéressante, hein, parce que votre adversaire peut pas se défendre avec des réactions de défense, et s'il a craqué tous ses équipements, elle fait très très mal. Donc ça, je la joue pas souvent, mais ça peut être un bon outil contre certains decks, le Widowmaker. Ensuite, à côté des flèches, on a les non-attaques qui boostent les flèches. Donc là, en commune, on n'a pas des masses de trucs. On a rien de mieux que le Nimblisme pour mettre plus 3 à une flèche pour 0. Je vous ai déjà parlé du Overflex qui met plus 4 pour 1, qui vous oblige du coup à pitcher bleu. On a le reload on l'utilise pas souvent. Le reload, ce serait vraiment parce qu'en fait on va comme on a envie de jouer Death Dealer à chaque tour, on n'a pas envie de reload quoi que ce soit, on a plutôt envie de mettre une flèche avec Death Dealer. Donc le reload est vraiment est plutôt anecdotique dans cette version du deck. Alors on a le Point the Tip
qui met plus 3 et un aim counter à une flèche face-up. Donc c'est une bonne carte. Le seul souci, c'est que cette carte, il faut surtout pas l'arsenal. Donc c'est une carte que vous ne voulez pas du tout avoir dans votre arsenal, parce qu'en fait, quand vous la jouez, il faut qu'il y ait déjà une flèche face-up dans votre arsenal. Donc quand vous la jouez, c'est après avoir activé Death Dealer, ou parce que vous aviez déjà une... Enfin, oui, c'est la seule. De toute façon, dans ce deck, après Death Dealer ou après l'effet d'Azalea, c'est le seul moyen d'avoir une flèche face-up dans votre arsenal. Mais faites gaffe, hein, ne mettez surtout pas ça dans votre arsenal, parce que ça va vous bloquer. Ça fera rien, hein, si vous la jouez de l'arsenal sans que votre arsenal sans qu'il y ait déjà une flèche face-up, ça fera rien du tout. Donc bon boost à jouer après Death Dealer ou après Azalea, mais attention à ne pas mettre cette carte dans l'arsenal. Ravnus Rabble, bah, c'est un classique des decks Azalea. Ça vous fait un pseudo-opt, et puis ça vous fait une attaque Go Again. Donc souvent ça va venir taper à 4 Go Again, et ça va vous donner de la connaissance de votre top deck pour pouvoir faire Azalea ou pas de la suite de votre tour. Donc c'est une super bonne carte à mettre dans le deck commoner. Les Read the Glide Path, c'est aussi c'est un des meilleurs boosts d'Azalea, même dans les formats construits, hein. Vous avez votre plus 3 sur la rouge, plus 2 sur la jaune, et vous avez Opt 1, ce qui vous permet de voir si vous voulez activer la capacité d'Azalea ou pas. Comme c'est le meilleur boost, bah, c'est celui dont je joue la jaune, puisque j'ai besoin de la jaune pour mes ratios, hein, pour avoir 6 bleus et 6 jaunes, pour avoir 12 cartes qui pitch dans le deck. Ça me paraît être le bon ratio, hein, pour avoir un deck suffisamment efficace avec des rouges suffisamment impactantes, et puis suffisamment de pitch pour, si on veut juste Death Dealer et puis envoyer une flèche qui coûte 1, on peut pitcher jaune. Donc souvent ça peut suffire de pitcher jaune. En rouge, les scouts de périphérie sont très bien. C'est un peu un read en moins bien, hein, puisque vous avez votre plus 3 d'une carte que vous jouez de l'arsenal. Donc ça marche sur les flèches, mais ça peut aussi marcher si vous jouez un Ravnus de l'arsenal éventuellement. Et puis vous regardez un top deck. Alors si vous connaissez déjà le vôtre de top deck, vous pouvez regarder le top deck de votre adversaire, ça vous donne de l'info. Et puis alors c'est moins bien que Opt, parce que vous pouvez pas le mettre en dessous, mais ça vous donne quand même de l'info s'il y a une bonne flèche à Azalea sur votre deck. Je crois que j'ai fait le tour, hein, puisqu'après c'est les flèches. Ah oui, non, j'ai oublié les mémorials. Mémorial, super carte à mettre dans le deck, puisqu'en fait une flèche avec laquelle vous vous êtes défendu, qui va dans votre cimetière ou que vous avez déjà joué, et ben vous la remettez sur votre deck, et ça vous donne le dominate. Donc vous avez bouffé une carte, mais vous êtes sûr d'avoir votre dominate sur la flèche que vous voulez. Donc ça c'est une super carte aussi, qui va bien dans le deck. Et alors la jaune va très bien, hein, puisque la jaune marche sur toutes les cartes, sur toutes les flèches, hein, qui coûtent 1 ou moins. Et ça pitch jaune, donc c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut pour équilibrer le pitch du deck. Je vous ai parlé du side. Les tokens, bah, c'est les maladies. Et puis alors j'ai mis en maybe, j'avais envisagé certaines cartes, mais franchement elles font pas le cut, hein. Come to Fight, c'est un boost, c'est pas mal comme boost parce que ça défend à 3, mais ça coûte 1, ça a le même problème qu'Overflex. Et Overflex, c'est mieux d'avoir le plus 4 et puis de défendre à 2 que plus 3 et de défendre à 3 dans le deck. Mais si vous cherchez un boost supplémentaire, pour le moment on n'a rien de mieux que Come to Fight, à mon avis. Le headshot rouge, ça pourrait se jouer éventuellement si vous voulez vraiment juste push des dégâts. Ça vous fait une 6 pour 1, donc ça pourrait éventuellement rentrer, mais actuellement je vois pas trop quoi enlever pour mettre ça. J'avais envisagé un boost comme Increase the Tension, donc c'est un plus 3 pour 1,
et ça vous apporte comme bonus que votre adversaire peut pas jouer de défense-réaction de la main. Donc de la main, c'est un peu nul parce que il va pouvoir jouer de l'arsenal. C'est beaucoup moins bien que Release the Tension, hein, qui était une +3 pour 0 et qu'empêche l'adversaire de jouer des réactions de défense de l'arsenal. Le problème de Release, c'est que c'est une rare, donc ce serait génial si LSS au prochain set Ranger pouvait passer Release the Tension en commune, parce que là ça apporterait vraiment un bon boost, parce que empêcher l'adversaire de jouer des réactions de défense de l'arsenal contre les decks que contrôle, c'est vraiment top pour Azalea. Donc si jamais il passe Release the Tension en commune, ce serait un sacré boost pour Azalea. Elle deviendrait bien meilleure, je pense, dans le format. Donc si LSS m'écoute, s'il vous plaît, par pitié, un petit Release the Tension en commune, ce serait génial pour Azalea. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao les Blooders!